Alors, à mon tour de remercier professeur Njari, le président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, et Madame El-Hassani qui nous a donné un petit peu l'occasion d'échanger autour justement de cette thématique fort intéressante et d'actualité quand on sait que le nombre de publications et de travaux qui sont réalisés sur le microbiote intestinal va crescendo en fait et ça augmente de façon exponentielle. Je remercie le professeur Diawara parce qu'il nous a un petit peu il a introduit le microbiote intestinal, sa composition, et ça va certainement faciliter la tâche aux intervenants suivants quand on cherche justement ou quand on veut parler un petit peu de cette interaction entre le microbiote intestinal et les différentes pathologies. Et là, je vais parler de l'allergie en particulier parce que justement, il s'agit d'une situation de ce qu'on appelle la dysbiose par opposition à l'eubiose qui est en fait la situation normale, une composition normale du microbiote. Là, on va aborder l'allergie ou cette dysbiose dans laquelle il y a, je dirais, une anomalie de l'équilibre de ce microbiote intestinal. Alors, comme vous le savez, l'allergie, en fait, ou pour être allergique, il y a certainement des facteurs génétiques qui interviennent. Il y a des familles d'allergiques, mais la génétique à elle seule ne peut expliquer cette augmentation de la prévalence de l'allergie à l'échelle mondiale. Et puis, on a pu démontrer grâce aux études microbiologiques que l'atopie ou cette prédisposition à l'allergie, elle a des liens qui sont forts avec la qualité du microbiote intestinal. Et en général, c'est une altération précoce de ce microbiote intestinal qui pourrait favoriser l'apparition de cette allergie ou cette maladie allergique. On a pu aussi approcher le mécanisme par lequel ce microbiote intestinal va intervenir et va justement moduler l'immunité et être à l'origine de cette pathologie allergique. Il y a le rôle certain dans ces mécanismes des acides gras qui sont produits à partir des fibres alimentaires grâce aux microbes donc le microbiote intestinal en particulier. Et comme quoi le microbiote peut aussi protéger contre l'allergie en modulant justement d'une façon locale et même à distance du tube digestif l'immunité des muqueuses. Alors, vu qu'il y a justement ce lien qu'on va revoir à travers un certain nombre d'études et de travaux, vu qu'il y a ce lien entre microbiote intestinal et allergie, pour le deviner, le microbiote intestinal va être une cible thérapeutique, c'est-à-dire que chez les gens qui sont allergiques, on peut, en modulant ce microbiote intestinal, impacter cette allergie chez les sujets qui ont déjà déclaré leur maladie ou bien prévenir aussi l'allergie. Et quand je dis microbiote intestinal, je sous-entends aussi la qualité de l'alimentation. Professeur Diawara en a fait allusion, c'est-à-dire que la qualité de l'alimentation va impacter ce microbiote intestinal et va indirectement impacter beaucoup de pathologies qui sont liées à la dysbiose. Professeur Heikel va parler de l'obésité en particulier, mais sinon il y a d'autres pathologies bien sûr qui ont lien avec ce microbiote intestinal. Juste pour le rappeler, l'allergie est une maladie multifactorielle. Il y a des facteurs déclenchants, il y a des facteurs de risque, des facteurs aggravants, des facteurs aussi favorisants. Pour ne citer que l'essentiel parmi les facteurs influençants, il y a certainement la pollution atmosphérique. Vous connaissez probablement cette théorie hygiéniste qui fait un petit peu le lien entre le degré d'hygiène et le risque d'allergie, notamment chez l'enfant. Quand on sait que le niveau d'hygiène globalement dans les zones, je dirais, urbaines en particulier, est important, et ça d'une part, et d'autre part, l'utilisation aussi, je dirais, massive des antibiotiques, le recours à la vaccination. Alors tout cela a fait que le risque d'infection a nettement augmenté, mais cette amélioration, je dirais, de l'hygiène en général et de l'hygiène alimentaire en particulier va impacter, je peux dire même négativement, le microbiote intestinal.
Et en matière d'allergie, ça va favoriser ou ça va entraîner un déséquilibre entre la voie, ce qu'on appelle la voie TH1 et la TH2, en faveur de la voie TH2 qui est impliquée dans le mécanisme de l'allergie. Alors, d'autres facteurs, bien sûr, qui influencent, je dirais, l'allergie, et les modifications de nos comportements alimentaires, le déclin en particulier de l'allaitement maternel en faveur de l'allaitement artificiel. Et puis, il y a la qualité de la diversification alimentaire et le contact avec les aliments solides qui va certainement aussi impacter ou influencer le risque de l'allergie. Je citerai rapidement les transformations aussi d'ordre économique avec cette large, je dirais, ou ce large éventail d'allergènes qu'on consomme au quotidien de fait de l'industrie agroalimentaire. Et bien sûr, tout cela est sous-tendu par notre prédisposition génétique. Donc, il y a des facteurs génétiques, bien sûr, qui interviennent. En revenant un petit peu aux conditions d'hygiène, à la théorie hygiéniste, vous avez rapidement cette étude qui a comparé des enfants de campagne avec des enfants qui vivent en milieu urbain avec une qualité d'hygiène qui est meilleure. Et vous le remarquez, parce que ce sont deux cohortes, vous le remarquez, les enfants qui vivent en campagne, donc qui ont une hygiène relativement défectueuse, font plus d'asthme, donc plus de maladies allergiques respiratoires et plus d'atopie en général. Et donc, ils sont prédisposés à développer des maladies allergiques. Alors, pour revenir à ce lien avec le microbiote intestinal, je ne vais pas rappeler ce qu'a déjà évoqué le professeur Diawara. On est colonisé par des microbes, 10 à la puissance 14 microbes au niveau des tubes digestifs, avec plus de 1000 espèces différentes. Un rôle majeur qui est joué par ce microbiote, notamment dans l'immunité plutôt adaptative, via la sécrétion d'un certain nombre d'interleukines et notamment par l'équilibre qu'on cherche justement à établir entre ce qu'on appelle les voies TH1 et TH2. Là aussi, juste pour le rappeler, ce microbiote intestinal, donc, il se localise principalement au niveau donc, du côlon, mais tous les segments, bien sûr, du tube digestif sont concernés. Et puis, par rapport aux phyla, aux familles de microbes qui colonisent, ou de bactéries principalement qui colonisent le tube digestif, vous avez les trois principales phyla, les firmicutes en premier, puis les bactéroïdetes, et puis les actinobactéries, donc qui représentent l'essentiel des micro-organismes qui colonisent notre tube digestif. Je ne vais pas revenir sur l'installation et puis l'évolution de ce microbiote intestinal qui a été déjà abordé, mais je dirais juste un petit mot sur l'impact de l'alimentation sur le microbiote ou le type de germes qui vont coloniser le tube digestif. Et vous avez ici la différence, je dirais, flagrante entre nouveau-né qui a allaité au sein, qui va développer une flore beaucoup plus riche en bifidobactéries, et les nouveau-nés qui sont plutôt nourris au lait artificiel ou essentiellement à base de lait de vache, qui vont avoir un microbiote moins riche en bifidobactéries et plus riche en bactéries de type Clostridium. Comme quoi, le type de lait que va recevoir le bébé les tout premiers jours de sa vie va certainement impacter la qualité de ce microbiote intestinal. Là, vous avez un travail qui a été comparé aussi indirectement l'alimentation d'enfants burkinabés, donc d'enfants qui vivent en campagne, avec des enfants européens. Et vous voyez, vous devinez un petit peu la qualité d'alimentation de ces deux groupes d'enfants. Et vous voyez que leur microbiote intestinal a une composition qui est nettement différente. Vous avez ici un rapport bactéroïdetes firmicutes qui est en faveur des bactéroïdetes, donc une prédominance de cette phyla, de cette famille de bactéries, contre une prédominance des firmicutes chez les enfants qui ont plutôt une alimentation de type occidental. Et toujours en lien avec cette étude et le lien avec les acides gras à chaîne courte, vous voyez la différence entre les enfants burkinabés et les enfants italiens. Vous avez une production plus importante d'acides gras à chaîne courte, qu'il s'agisse de l'acide acétique, l'acide propionique, l'acide butyrique ou l'acide valérique. Et cette production, justement,
plus importante, on va le voir, et favorise justement ou protège les sujets contre un certain trouble de l'immunité, type allergie, mais aussi type maladie auto-immune. Bien sûr, ces enfants restent peut-être plus exposés aux pathologies infectieuses. Vous avez une prédominance de la voie TH1 qui est en fait plus sollicitée plutôt que la voie TH2, c'est chez les enfants qui ont une alimentation, je dirais, occidentale. Alors, quel lien entre microbiote et autres? Là aussi, juste pour rappeler quelques points déjà abordés par professeur Diawara. Alors, il y a l'autre qui fournit bien sûr la niche et les nutriments au microbiote, mais en contrepartie, ce microbiote digère, fermente les carbohydrates, il produit aussi des vitamines qu'on est incapable de produire. Et vous avez le microbiote qui module tout particulièrement la réponse immunitaire de l'hôte, afin justement de prévenir la colonisation par des agents pathogènes. Là, c'est juste pour rappeler cet équilibre qu'on devrait avoir grâce à ce microbiote entre la voie TH1, les lymphocytes T de type TH1 et les lymphocytes T de type TH2. Alors, les TH2 interviennent plus dans les maladies allergiques, les maladies dysimmunitaires, les TH1 plutôt dans les pathologies infectieuses. Et donc, en cas d'altération de ce microbiote intestinal, un déséquilibre peut s'installer en faveur éventuellement de la voie TH2, ce qui favoriserait donc l'installation de maladies allergiques. Et puis, vous avez un certain nombre de facteurs qui peuvent agresser le microbiote intestinal, et des facteurs thérapeutiques, des facteurs aussi alimentaires. L'antibiothérapie qui influence négativement, on va y revenir à travers un certain nombre d'études, le microbiote intestinal, l'utilisation aussi des traitements anti-acides qui modifient un petit peu le milieu dans lequel vivent ces micro-organismes intestinaux, la carence en fibres alimentaires aussi qui peut impacter négativement le microbiote intestinal. Et vous avez ici justement l'essentiel des facteurs qui interviennent. Certes, il y a une prédisposition génétique, mais il y a le mode de vie, la qualité de l'alimentation, la colonisation initiale, comme cela a été rappelé, des nouveau-nés, où il a bien incité Rosso Diawara sur la différence de composition entre les bébés qui naissent par voie basse et les bébés qui naissent par césarienne. Et puis justement l'utilisation des antibiotiques, le niveau d'hygiène, la vaccination. Alors tous ces facteurs vont être à l'origine d'un ce qu'on appelle un microbiote déviant ou d'une dysbiose, c'est-à-dire d'une altération de la qualité de ce microbiote qui serait ensuite liée à un certain nombre de pathologies telles que les allergies, les maladies inflammatoires, l'obésité. On ne sait pas toujours si ces maladies vont occasionner la dysbiose ou c'est la dysbiose qui va occasionner les maladies, mais en tout cas, il y a un lien, certes, qui a été démontré. Et d'ailleurs, on va le voir dans la partie traitement, le fait justement de moduler ce microbiote, donc de lutter contre cette dysbiose, va prévenir, si ce n'est guérir, un certain nombre de pathologies dans lesquelles on a identifié ce genre d'anomalies. Alors, juste pour insister un petit peu sur ce que c'est que la dysbiose, donc c'est cette altération soutenue de l'équilibre normal de microbiote. Mais l'anomalie en fait qui est la plus constatée quand on parle de dysbiose ou de pathologie qui s'accompagne de dysbiose, c'est finalement la réduction de la diversité microbienne. C'est-à-dire que chez les sujets qui ont en fait une pathologie en lien avec la dysbiose, ce qu'on a toujours remarqué, c'est qu'il y a moins de diversité microbienne par rapport aux sujets qui sont sains. Et là, vous avez une liste de pathologies où on a noté justement une faible diversité du microbiote intestinal, telles que les maladies inflammatoires, les troubles fonctionnels intestinaux, donc le côlon irritable, l'obésité, le diabète, la maladie cœliaque et bien sûr l'allergie. On incrimine aussi la dysbiose dans les troubles digestifs liés à l'autisme, à la mucoviscidose, à la colite liée au Clostridium difficile. Alors, pour revenir à l'allergie qui nous intéresse pour ce topo, quel lien entre microbiote et allergie? Alors, il faut savoir que les patients allergiques ont un microbiote différent de celui des sujets sains. C'est un constat, c'est un fait.
il y a d'une part une diminution de la diversité microbienne, comme dans la plupart des dysbioses, et d'autre part, il y a une proportion relative de différentes espèces qui est différente entre les sujets allergiques et les sujets non allergiques. Là, je vais passer en revue rapidement un certain nombre de travaux qui montrent un petit peu cette dysbiose ou ce déséquilibre du microbiote intestinal chez les sujets allergiques. Là, vous avez le microbiote intestinal des nouveau-nés qui vont développer une allergie et qui présente tout particulièrement moins de lactobacilles, de bactéroïdètes, de bifidobactéries et plus d'entérocoques et de Clostridia, c'est-à-dire vous avez quand même une prédominance de Clostridia d'entérocoques par rapport aux sujets normaux, et vous avez tout particulièrement une moindre diversité bactérienne entre sujets atopiques allergiques et sujets non atopiques. Donc vous avez en fait ces deux méthodes qui évaluent un petit peu la diversité et le nombre de microbes qui colonisent l'intestin. Donc les sujets qui ne sont pas allergiques ont une diversité qui est plus importante que les sujets qui sont allergiques. Vous avez ensuite ce travail qui a montré que l'exposition aux antibiotiques en pré ou en période néonatale qui augmente aussi le risque de développer plutôt un asthme allergique, comme quoi la qualité du microbiote ou la colonisation initiale du microbiote va impacter ensuite la santé, et c'est des sujets qui peuvent justement développer des allergies comme l'asthme allergique. Là aussi, c'est un travail intéressant qui montre un petit peu le lien entre la diversité microbienne et la sévérité de l'eczéma atopique ou l'eczéma allergique. Alors, les enfants qui ont une diversité importante ont une sévérité moins importante, c'est-à-dire qu'il y a un lien inverse entre la diversité microbienne et la sévérité de l'eczéma atopique. Et ceci a un lien aussi avec la production. On a parlé un petit peu des acides gras à chaîne courte. Et donc, quand on a une production importante d'acides gras à chaîne courte, il y a un eczéma atopique qui est moins sévère. Comme quoi, il y a un lien entre la qualité finalement de microbiote et la sévérité de l'eczéma atopique. Là aussi, un travail fort intéressant de l'asthme allergique. On a pris des souris qu'on sensibilise à l'ovalbumine. Donc, l'ovalbumine, c'est une protéine donc, de l'œuf qui est très allergisante. Donc, on sensibilise ces souris contre cette protéine et on induit en quelque sorte un asthme. Et alors, on va voir un petit peu la réaction allergique ou immunitaire de ces souris. Alors, quand on compare les souris chez lesquelles on a enlevé tout le microbiote, c'est-à-dire qu'on a tué tous les germes microbiens, donc on a ce qu'on appelle des souris germ-free et qui sont sensibilisées à l'ovalbumine. Quand on les compare à des contrôles, c'est-à-dire des souris qui ont un microbiote qui est préservé, vous voyez que la production des immunoglobulines E, en fait, qui sont des facteurs, je dirais, de l'allergie ou des intermédiaires, en tout cas pour les manifestations allergiques. Vous voyez donc que la production des IgE chez les souris qui n'ont pas de microbiote est beaucoup plus importante, au même titre que la production d'eosinophile qui est plus importante chez les souris qui sont dépourvues de microbiote par rapport aux souris qui ont un microbiote qui reste intact. Bon, toujours dans le même sens, l'utilisation de la vancomycine en néonatal va certainement perturber le microbiote intestinal et va exposer aussi à des manifestations allergiques parce que la voie TH2 va être privilégiée et donc les réactions allergiques vont être plus importantes. C'est la même étude qui est partie un petit peu analyser la composition de microbiote chez les souris qui ont reçu de la vancomycine, et l'on voit un petit peu par rapport au contrôle la composition de microbiote chez les souris qui ont reçu de la vancomycine en particulier, elle est nettement différente par rapport au contrôle qui n'ont pas reçu d'antibiotiques, en quoi finalement l'antibiothérapie, notamment chez le nouveau-né pour ce qui est de l'humain, va certainement affecter
la réponse immunitaire et peut être à l'origine de l'allergie. Je vous fais grâce de cette étude, en fait, qui va un petit peu dans le même sens, mais ça, c'est beaucoup plus la sensibilisation à l'arachide, qui va varier en fonction un petit peu de l'utilisation ou non de l'antibiothérapie, comme quoi aussi on peut être sensibilisé à des aliments quand on reçoit des antibiotiques de façon, je dirais, abusive. Et j'arrive un petit peu à la partie modulation, je dirais, de microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, je vous ai dit qu'il est finalement une cible thérapeutique, notamment dans l'allergie, c'est-à-dire qu'en changeant ce microbiote, on pourrait améliorer la dysbiose et donc améliorer la pathologie. On peut même prévenir un certain nombre de pathologies qui s'associent à une dysbiose, telles que l'allergie. Et on peut modifier finalement ce microbiote intestinal en utilisant ce qu'on appelle les probiotiques, vous connaissez certainement. Il y a aussi les prébiotiques, on peut aussi utiliser les antibiotiques, on a vu un petit peu leur impact. Et vous avez une alternative justement thérapeutique qui est en vogue ces derniers temps, ce qu'on appelle la transplantation fécale. Et vous avez donc l'allergie qui sort un petit peu dans les pathologies dans lesquelles il y a un intérêt à utiliser les probiotiques, et l'effet préventif des probiotiques a été démontré dans l'allergie alimentaire en particulier, au même titre qu'un certain nombre d'autres pathologies qui s'associent à la dysbiose. Alors, pour rester justement dans l'allergie et la place des probiotiques, là, c'est un travail chez des enfants qui ont un eczéma atopique et à qui on a proposé en fait des laits artificiels. Et là, en bleu, vous avez les enfants qui reçoivent une préparation lactée, mais qui est enrichie en probiotiques, en ce qu'on appelle Lactobacillus GG. En vert aussi, des enfants qui sont sous lait artificiel, mais qui est enrichi en probiotiques, le BB12, comparé à des enfants qui reçoivent une formule standard. Et vous voyez qu'après 2 mois justement de l'utilisation de ces formules lactées enrichies en probiotiques, la sévérité de l'eczéma a nettement diminué dans le groupe des enfants qui ont reçu des probiotiques. Donc finalement, en modulant le microbiote intestinal, on a pu justement améliorer l'allergie cutanée, donc l'eczéma atopique. Là aussi, c'est un travail que j'apprécie beaucoup chez des enfants qui sont déjà allergiques au lait de vache. Et vous le savez, quand on est allergique au lait de vache, on propose ce qu'on appelle un hydrolysat de protéines de lait de vache. Et là, on a fait 2 bras. En fait, on a pris 2 groupes d'enfants allergiques à qui on a proposé soit un hydrolysat de PLV, de protéines de lait de vache classique, ce que vous avez en noir, soit un hydrolysat de protéines de lait de vache, mais qui est enrichi avec ce Lactobacillus GG, qui est en fait un probiotique. Et ce qu'on a constaté, c'est que les enfants qui ont reçu une formule qui est enrichie en probiotiques, ils vont guérir rapidement leur allergie. Donc le nombre d'enfants qui vont devenir tolérants au lait de vache est plus important dans le groupe qui a reçu une formule lactée, un hydrolysat de PLV qui est enrichi en probiotiques. Là aussi, en modulant finalement ce microbiote intestinal, on peut accélérer l'acquisition de la tolérance, voire même la guérison de l'allergie. Sachez aussi que les probiotiques ont été utilisés dans une visée préventive et même en supplémentation chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes, et il paraît que ça a un impact tout particulièrement sur l'incidence de l'eczéma atopique, mais l'effet n'a pas été démontré pour les autres pathologies allergiques. On pourrait aussi proposer des prébiotiques quand on sait que ces prébiotiques sont utilisés justement comme nutriments par la flore microbienne. Vous connaissez certainement les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides. En fait, les prébiotiques qui sont les plus utilisés. Alors, les galacto-oligosaccharides, on les retrouve notamment dans le lait maternel. Alors, ces prébiotiques ont un impact justement bénéfique pour le microbiote intestinal. Et quand on voit là, dans ce travail
l'impact justement de l'utilisation de ces prébiotiques sur le microbiote intestinal. Après 6 semaines d'utilisation de ces prébiotiques, on a un impact qui est assez net sur le microbiote intestinal qui est devenu plus riche en bifidobactéries. Et là, c'est un travail qui montre aussi l'effet bénéfique des prébiotiques sur l'eczéma. Les enfants qui reçoivent des prébiotiques ont vu la sévérité et l'incidence de l'eczéma qui sont nettement plus bas. Et ça a un lien certainement avec la qualité du microbiote intestinal là aussi. La même chose, un régime qui est riche en fibres diminue aussi la susceptibilité à l'asthme via finalement la production d'acides gras à chaîne courte. Et l'on voit donc finalement que la qualité de l'alimentation va aussi impacter le microbiote intestinal et donc va influencer le risque de développer des maladies de type allergie. Et puis, je suis presque à la fin. Donc, on a parlé des probiotiques, on a parlé des prébiotiques comme modulateurs aussi de microbiote intestinal. Vous avez donc l'autre outil qui est de plus en plus utilisé actuellement, ce qu'on appelle la transplantation fécale, c'est-à-dire qu'on va utiliser des jus, je dirais, de microbiote ou des jus de fesses de sujets qui sont normaux et avec lesquels on va coloniser le microbiote ou l'intestin des sujets après avoir tué donc les microbes qui constituaient ou qui composaient le microbiote de base. Et avec cette transplantation fécale, on a un impact positif sur beaucoup de pathologies qui s'accompagnent de dysbiose. Alors, je termine ma présentation pour insister sur le fait que le microbiote intestinal, et vous l'avez constaté, il est complexe, mais aussi très riche, que sa composition est affectée et modulée par des facteurs de l'environnement. Il y a le mode d'accouchement, la nutrition, l'utilisation d'antibiotiques, d'inhibiteurs de l'acidité, etc. Et que cette composition elle est même dynamique au cours de la vie. Que le microbiote intestinal, et vous avez pu le constater, est considéré comme un organe à part entière qui va interagir d'une façon très fine avec l'hôte. Que ce microbiote il a un impact, on vient de le voir, sur l'apparition et la sévérité des allergies et qu'il est lui-même finalement une cible thérapeutique. En le modulant, on va pouvoir justement impacter la sévérité de l'allergie, voire éventuellement la guérir, mais ça permet aussi, en le modulant, de prévenir un certain nombre de maladies allergiques. Alors, je vous remercie de votre attention.